Bonjour, bonjour, heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans votre émission Face à Dakaractu. Face à Dakaractu qui reçoit aujourd'hui M. Mohamed Moustapha Diagne. Mohamed Moustapha Diagne est le président du parti Synergie républicaine. Il est aussi directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. M. Diagne, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Doudou, bonjour à tous les téléspectateurs de Dakaractu. Monsieur Diagne, je l'ai dit, vous êtes président de Synergie républicaine, un parti membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. La coalition Benno Bokk Yakaar, ou bien je pourrais même dire le Sénégal, a perdu dernièrement, la semaine dernière, un grand homme, M. Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste. Oui, Doudou, je voudrais d'abord m'incliner devant sa mémoire et prier pour le repos de son âme, et puisse le bon Dieu l'accueillir dans son paradis éternel. Je le connaissais politiquement, évidemment. J'ai eu assisté à des réunions qu'il a présidées. Mais avant, je l'ai pratiqué en tant que Sénégalais, citoyen sénégalais, suivant un homme politique, évoluant dans le Parti socialiste. Donc nous suivions, nous ne faisions pas de la politique, mais je sais qu'il fait partie des hommes politiques qui ont marqué le landerneau politique, pour ne pas me répéter, ces 30 dernières années. Je vois en lui quand même un homme courtois, un homme très raffiné, discret, et qui a un haut sens de l'État. Qu'on soit d'accord ou non avec lui, Ousmane Tanor Dieng est un homme d'État. Je pense que maintenant, ce que je retiens suite de lui, c'est ce qu'il a fait pour Nguyen. Et ça, c'est important. Donc sa vie n'aura pas été vaine. Il a fait beaucoup de réalisations à Nguyen, mais aussi dans le Sénégal, notamment lorsqu'il a été ministre d'État auprès du chef de l'État, Abdou Diouf alors. Je pense que c'est tout ce que je peux dire sur lui. Priez encore une fois pour le repos de son âme. On va parler de Synergie républicaine, votre parti, un de ces partis, nombreux partis qui composent la coalition présidentielle. Quelle est la force de votre parti dans Benno Bokk Yakaar? Écoutez, moi je pense que nous sommes devenus un grand parti, sans bruit. Parce qu'un parti, c'est quoi? C'est une organisation qui aspire à conquérir et exercer le pouvoir. Notre parti est né en 2007, en mars 2007, donc c'est un jeune parti. Nous avons déjà organisé 3 conventions nationales et 3 congrès. Rares sont les partis, même les grands partis, ceux qui sont dénommés grands partis, qui s'aventurent à s'organiser des congrès. Et le dernier congrès que nous avons tenu en mars 2017, en février 2017, s'est tenu au stade Caroline Faye. Donc, je pense que tous ceux qui suivent la politique savent que Synergie républicaine est un parti émergent. Lorsqu'il a fallu élire le chef de l'État, nous avons organisé une convention nationale à Thiès. Et c'était public, c'était devant notre siège. Je pense que rares sont les partis qui ont organisé des conventions pour investir le candidat Macky Sall. Je pense que nous avons fait le travail qu'il faut. Et du point de vue de la contribution à l'œuvre politique, contribution intellectuelle, nous sommes aussi très présents. Sur toutes les questions d'intérêt national, Synergie républicaine s'est prononcée. Et dernièrement, lorsque Synergie républicaine a demandé à ce que l'affaire des 94 milliards soit réactivée, l'Assemblée nous a suivis. C'est pour dire que nous savons que Synergie républicaine est un parti qui compte dans ce pays, bien que c'est un assez jeune parti. Parce que les organisations, elles grandissent tous les 10 ans. Nous venons d'avoir 10 ans. Nous sommes encore jeunes partis, nous ne sommes pas prétentieux. Pour le moment, ce qui importe le plus, c'est d'avoir élu le chef de l'État. N'empêche, malgré la force que vous nous décrivez, en tout cas votre parti, au sein de Macky 2012, vous n'avez pas souvent été pris en compte. En tout cas, au début du magistère du président de la République Macky Sall, on vous a beaucoup entendu râler parce que
Synergie républicaine ou de l'autre parti Macky 2012 n'était pas prise en compte surtout dans la distribution de certains postes? Alors, en ce qui concerne la Synergie républicaine, je vais vous dire tout de suite. Nous n'avons jamais eu un problème de nomination avec le président Macky Sall. Parce que dès qu'il s'est installé, le président a toujours cherché à donc, intégrer, à associer donc, Synergie républicaine dans sa gouvernance. Donc, mais Dieu a fait que c'est à partir de 2014 que ça a abouti. Avant, il a cherché à nous mettre, un peu partout. Ça n'avait pas réussi pour des raisons que nous tairons ici. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Macky 2012, c'était des organisations, des mouvements, des partis, donc des trotskistes, des socialistes, hein, des libéraux, donc des républicains comme nous, alors que Macky Sall avait donc réuni autour de lui. Bon, quand nous avons gagné, évidemment, il y a eu des divergences dans le cadre des points de vue, puisque le président Macky Sall ne voyait pas la situation, souvent ne voyait pas donc, de même œil dans son analyse la même situation que nous. Parce que nous considérions que ce Macky 2012 qui a gagné, il fallait un gouvernement Macky 2012 et à l'Assemblée mettre Benno Bokk Yakaar. C'était ça notre vision. Parce que donc on gouverne avec ses amis. Et nous considérions que ceux qui l'accompagnaient dès le premier tour étaient ses véritables amis. C'était notre position d'hier, c'est encore aujourd'hui notre position. Ce qui a changé, c'est que souvent c'est un débat interne que nous portions sur la place publique. Il est arrivé un moment où le président nous a demandé maintenant de porter les contradictions à l'interne. Si nous avions des choses à lui dire, à lui reprocher, qu'on attendait de le voir. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous ne sommes pas d'accord avec le président politiquement sur tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait. Mais ce n'est pas des choses que nous allons porter sur la place publique. Désormais, c'est lorsque nous nous voyons maintenant que nous lavons les linge sale en famille. Est-ce que vous êtes d'accord pour le report des locales? En tout cas, le dialogue national, en tout cas la branche dialogue politique du dialogue national a trouvé un consensus pour le report des élections locales qui était prévu pour le 1er décembre prochain. Une nouvelle date n'a pas encore été retrouvée. Mais en tout cas, on s'achemine en tout cas vers un report de ces locales-là. Est-ce que Synergie républicaine est en phase avec ça? Les locales, il faut les reporter pour plusieurs raisons. Pour garder une cohérence avec la démarche de dialogue quand même initiée par le chef de l'État, il faut, de ce dialogue-là, sortiront des conclusions qui certainement vont aller dans le sens de recommandations dans le cadre du fichier électoral, de la revue du fichier électoral, donc, ou bien du parrainage. Et ces questions-là vont impacter sur le déroulement des prochaines élections, c'est-à-dire les élections locales. Ne serait-ce que pour ça, il faut donc reporter. La deuxième chose, moi, si vous comptez, entre 2012 et 2019, nous avons voté au moins 6 fois. Ça veut dire qu'au Sénégal, un pays pauvre, sous-développé, on vote une fois par an. Lorsque vous organisez des élections, c'est 10-15 milliards. Un an avant les élections, évidemment, donc, le pays est au ralenti parce que tout le monde est dans la pré-campagne, ensuite dans la campagne. Donc, la fréquence des élections ne joue pas en faveur d'un fast-track pour l'émergence de ce pays. Donc, au Sénégal, on convoque les électeurs tour de fois, je trouve. La troisième raison, vous savez, il faut être réaliste. Les états-majors politiques sont fauchés financièrement. Aussi bien le pouvoir que l'opposition, personne n'est prêt. Puisque nous sortons de l'élection présidentielle, nous avons investi énormément d'argent. Il n'y a pas un seul état-major politique qui est capable aujourd'hui d'aller vers des élections en décembre. Il n'y en a pas. Et les élections, ça se fait avec des moyens. Ces moyens-là, pour le moment, n'existent pas. C'est pourquoi même le PDS là qui crie sait très bien que le report, il est bon pour tout le monde, puisque tout le monde s'y retrouve. On ne peut pas organiser des élections au mois de février 2019 et décembre. D'autant plus qu'on va parler de respect du calendrier électoral. Mais quand même, ces élections-là ont déjà été reportées. On ne peut plus parler de respect du calendrier électoral. Les élections, il faut les tenir dans un contexte
donc, qui sied dans un contexte qui arrange tout le monde. Attendons la fin, les conclusions de ce dialogue et donc nous retiendrons une autre date. De toutes les façons, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Mais ce report des élections aussi arrange plus le pouvoir parce qu'on sait qu'avec les scandales qui ont été ébruités depuis lors, on parle par exemple du scandale Petrotim, l'affaire Alusal. Est-ce que ces scandales-là, le report de ces élections-là, en tout cas, vont arranger le pouvoir parce que ces scandales-là vont peut-être jouer sur le vote des Sénégalais? D'abord, ce ne sont pas des scandales. C'est l'opposition qui cherche à fabriquer une opinion autour de l'affaire Petrotim. L'opposition ne pouvant pas battre le chef de l'État à cause de son bilan, veut écouter son mandat en usant de subterfuges. C'est quoi Petrotim? Ici à Diamniadio, lorsque l'affaire du pétrole avait été évoquée pour la première fois, ici à Diamniadio, le chef de l'État a convoqué une conférence publique, a invité les télévisions. Mais l'opposition n'est pas venue. Ensuite, l'opposition revient et dit oui, il faut publier les contrats. Les contrats ont été publiés, les décrets ont été publiés. Ils ont demandé la démission de Alusal. Alusal a démissionné. Ensuite, ils demandent, et c'est même mis à la disposition de la justice. Et lorsqu'on convoque Sonko, il a peur. Il envoie des documents. On convoque Thierno Alassane Sall, il va là-bas, il dit qu'il ne dit rien. Avec tout le tapage qu'il a fait. Mais quand même, il faut être sérieux dans ce pays-là. Encore que, je trouve que le débat du pétrole a été biaisé. Pour un pays qui se veut émergent, le débat sur le pétrole, ce n'était pas à l'USAL à plus. Personne au Sénégal, je vous dis personne. Le Sénégal n'est pas un petit pays. Il n'y a pas, c'est pas un pays où 2 pelés et 3 tondis peuvent se lever et s'emparer de nos ressources impunément. Ce n'est pas possible. Ce pays-là, c'est un pays constitué d'hommes qui sont intelligents. Ni Aliou Sall, ni Modou Diop, ni Farsam, personne ne peut s'accaparer des ressources de ce pays-là. C'est moi qui vous le dis. Mais les faits restent quand même têtus. On a vu dans le reportage de la BBC que des sociétés comme Agritrans, qui appartiendraient à Aliou Sall ou à son oncle Abdoulaye Timbo, ont bénéficié en tout cas d'argent qui devrait retourner au Sénégalais. Mais Abdoulaye Timbo est allé à la DIC. Il a nié donc qu'il y a une transaction au compte de Agritrans. C'est clair. Et puis la BBC, voilà, c'est là que ça fait mal. Comment l'opposition peut aller donc s'allier avec des forces étrangères pour pouvoir ébranler ce pays-là? La BBC, CNN, tout ça, mais les chaînes occidentales là, mais c'est pas elle qui nous avait dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. C'est les chaînes occidentales. Qu'est-ce qui avait dit que Kadhafi massacrait son peuple? Les chaînes occidentales. Au finish, on tue Kadhafi, on tue Saddam Hussein, parce que tout simplement, c'est des pays pétroliers. On s'accapare du pétrole de la Libye et de l'Irak, et on est sur le chaos. Ce n'est pas parce que la BBC l'a dit que c'est vrai. Si c'est vrai, on doit pouvoir le prouver. Encore une fois, le débat sur le pétrole devrait être aujourd'hui, à partir de 2022, l'argent issu du pétrole, comment faire pour que ça impacte positivement le PSE, la croissance économique de ce pays. Comment faire pour que cet argent-là puisse servir à éponger les revendications syndicales. Aujourd'hui, on devrait obliger le gouvernement à ouvrir des instituts un peu partout dans ce pays-là pour que les jeunes puissent aller apprendre les métiers du pétrole, du gaz et les métiers voisins. Obliger les instituts supérieurs de formation à mettre des modules sur le pétrole et le gaz. Voilà, c'est ça le vrai débat. Mais Aliou Sall a pu... Personne ne peut, encore une fois, s'emparer des ressources de ce pays. Ce n'est pas possible. C'est mal connaître l'État. Alors, les opposants là, qui, donc en perte de vitesse, je vois que les Sonko, tout le monde là, Thierno Alassane Sall, Abdou Mbaye, chacun veut faire du pétrole son dada pour faire du buzz et se fabriquer donc une opinion autour d'eux. Ce n'est pas possible. Le chef de l'État a mis tous les dispositifs nécessaires avec COS Petrogaz qui est ouvert donc à l'opposition et à la société civile, donc avec l'ITE,
dont le Sénégal s'est souscrit, moi je pense que c'est clair. Maintenant, pour venir à votre question, si on organise demain les élections, l'opposition sera encore battue. Puisque l'opposition, le travail, la politique, c'est un travail quotidien. Il faut être aux côtés des populations, quotidiennement. Et nous avons aussi la plus grande coalition de ce pays. La majorité des Sénégalais est avec Macky Sall. Maintenant, tous les Sénégalais ne sont pas avec Macky Sall. Il y a 1 million de quelques Sénégalais qui ne sont pas avec Macky Sall, qui ont voté contre nous. C'est pourquoi, c'est là que je félicite le chef de l'État. Puisqu'il pouvait se dire que oui, j'ai gagné, je gagne depuis 2012, donc je gouverne, je ne dialogue pas. Mais le dialogue est un instrument extrêmement important de prévention de crise. Parce que cela permet d'éviter donc les frustrations qui vont déboucher sur des confrontations. Et nos pays ont besoin de stabilité, ont besoin de paix pour pouvoir émerger. Mais encore une fois, l'opposition de ce pays-là, à ce rythme-là, ne peut pas battre la coalition Benno Bokk Yakaar. Elle va se fatiguer, elle va hurler. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, les marches de Aar Li Ñu Bokk là, mais ça commence à s'effriter, ça commence à s'essouffler. Parce que lorsque les populations ne sont pas dupes, aujourd'hui que Aliou Sall a démissionné et s'est mis à la disposition de la justice, cette question-là n'est plus politique, elle est judiciaire. Et je demande également au procureur de prendre toutes ses responsabilités. Parce que ce que je vois dans ce pays-là, c'est quoi? Maintenant, un individu se lève et s'attaque à d'autres citoyens, jette le pauvre sur eux, évidemment, sur leur honorabilité, et au nom du débat politique, sans tir, sans coup férir. Pays de pudeur, il y a des choses qui sont inacceptables. C'est un pays de musulmans, c'est un pays de chrétiens, et c'est un pays de morale. Donc ça, je tenais évidemment à dire que le procureur prenne ses responsabilités. À chaque fois que quelqu'un portera des accusations, il devra répondre devant le juge de ces accusations-là. En tout cas, l'opposition, elle entend rester dans la rue pour apporter la lumière, en tout cas, sur cette affaire-là. Mais revenons sur les élections locales. Même si elles ont été reportées, Synergie républicaine, est-ce que vous étiez prêt à présenter des candidats pour ces élections-là? Tout à fait. Un parti politique sérieux doit aller vers des élections. Par exemple, lorsque, en 2014, nous n'avions pas été d'accord dans le cadre de Macky 2012 avec Benno Bokk Yakaar, nous avions créé une alliance qu'on appelle Alliance 2014. Et partout dans le pays, nous avions présenté des listes. Aujourd'hui, partout dans ce pays-là, dans les collectivités locales, nous avons des conseillers de Alliance 2014 qui avaient porté la liste de Macky 2012. Évidemment, nous irons aux élections locales, c'est clair. Nous préférons le faire dans le cadre de la grande coalition, mais les locales sont les locales. Donc, ce n'est pas un président qu'on élit, ce n'est pas un député qu'on élit, des députés qu'on élit. Donc, c'est au niveau local que ça se passe. Si nous sommes d'accord avec Benno Bokk Yakaar, nous irons naturellement avec Benno Bokk Yakaar. Si nous ne sommes pas d'accord, évidemment, le parti agira en fonction de ses intérêts. Mais nous serons présents aux élections locales, c'est très clair. Monsieur Diagne, on va finir par évoquer une question, en tout cas, qui intéresse tout le monde. Je rappelle, vous êtes directeur de la formation et de la communication au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On a vu les résultats du baccalauréat, les résultats ils sont catastrophiques. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous? Mais écoutez, bon, ce n'est pas des résultats quand même catastrophiques. Nous sommes à 37,65%. Donc l'année dernière, bon, on était à 35%, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un bond de 2 points. Mais les résultats-là ne devraient étonner personne ou surprendre personne. Puisque ce système-là, depuis 1988, connaît avec l'année blanche, mais connaît des difficultés. La limite, c'est un système qui est malade. C'est ça la vérité. Il y a eu des chocs exogènes parce que il y a eu le système scolaire et universitaire est entré dans un cycle de perturbation, mais incontrôlable. Ceux qui faisaient le bac là, mais c'est sûr que dans leur cursus scolaire, ils ont perdu au moins une année à cause des perturbations. Ensuite, il y a la démission des parents.
Vous avez un enfant à l'école, vous ne connaissez pas son maître ou bien sa maîtresse. Vous avez un enfant au collège ou au lycée, vous ne mettez jamais les pieds au lycée. Vous ne regardez même pas son bulletin. Voyez-vous, il y a beaucoup d'enfants dans les... Ensuite, il y a beaucoup d'enfants dans les écoles qui, socialement, sont très exposés. Moi, j'ai été enseignant. Quand vous êtes enseignant, vous êtes obligé chaque jour de donner du transport à des élèves, de donner donc à manger à des élèves. C'est très difficile. Encore que, il fut un temps où, malheureusement, le recrutement d'enseignants ne s'est pas fait donc dans les règles de l'art. Ça également, ça poursuit le système. Maintenant, avec le président Macky Sall, nous avons arrêté l'hémorragie. Aujourd'hui, le recrutement d'enseignants se fait dans un cadre normatif. Cela veut dire que si vous voulez être enseignant, d'abord le niveau a été élevé. Il faut avoir le bac, le minimum. C'est le minimum. Être formé dans un CRFPE ou bien à la FASTEF, c'est obligatoire. Donc les enseignants que nous formons maintenant sont des enseignants qualifiés. Ensuite, nous construisons le maximum partout au Sénégal. Nous construisons des écoles, des lycées. On construit même des écoles et des lycées d'excellence, à Diourbel par exemple. Donc, tous ces efforts-là sont faits pour l'école. Ensuite, sur les revendications, vous savez, le chef de l'État a fait beaucoup de choses pour les enseignants. L'année dernière, c'est aujourd'hui presque 25 000 francs qui sont ajoutés aux 60 000 francs de mais les syndicats, les grèves à répétition aussi peuvent être facteurs de... C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Nous tous, nous avons été victimes de cela. Certains ont subi l'année blanche, d'autres l'année invalide à l'université. Mais c'est des crises qui ont perturbé le système et qui poursuivent ce système-là. Maintenant, nous avons, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes dans les solutions. Mais l'investissement en éducation est un investissement à long terme. Parce que vous ne voyez pas tout de suite les fruits. C'est comme ça. Dieu merci, les syndicats d'enseignants, presque l'année dernière, n'ont pas été en grève. Espérons que ça continue. Le ministre Mamoudou Talla a inscrit donc, son action à la tête de ce ministère-là avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'élève. Le deuxième objectif, c'est l'enseignant. Et c'est vrai. L'enseignant est le premier intrant de qualité. Donc, c'est vrai qu'il faut également le dire que par rapport à certains agents de l'État, les enseignants sont mal lotis. Puisqu'ils sont parfois, vous pouvez être de même grade avec un agent de notre corps et vous n'avez pas le même salaire. Parfois, ils ont 2 fois plus de salaire. C'est pourquoi ils réclament donc l'alignement de l'unité. Mais tout ça, c'est des choses qu'on va corriger progressivement. Et je pense que maintenant, nous sommes installés dans une dynamique de pacification. Souvent, donc, le ministre reçoit dernièrement, il les a reçus. Je pense que cette dynamique-là, nouvelle, est bonne. On se comprend. Et on est même en train de parler des vraies questions, c'est-à-dire des questions de qualité du système, relativement aux questions pédagogiques, aux questions techniques. Évidemment, on va continuer de parler des revendications sociales, mais ce qui est plus important, c'est ces questions pédagogiques-là, qui, évidemment, et les syndicalistes, qui sont des enseignants comme nous, qui sont des professionnels de l'éducation, vont désormais donc apporter leur contribution pour qu'ensemble, nous puissions aller vers l'école de la réussite. Monsieur Diagne, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Oui, merci Doudou. Je voudrais vraiment vous remercier Dakaractu, qui est d'ailleurs notre partenaire au niveau donc, du système éducatif. Et je pense qu'il souvent nous accompagne. Et c'est bien, parce que l'école, c'est comme la Casamance. Il ne faut pas jouer avec. Et je vois souvent que les contributions, donc les articles au niveau de Dakaractu, sont des articles qui vont dans le sens de nous aider à créer un climat de paix pour que les enseignements apprentissages puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Je pense que tout le monde devrait faire, toute la presse devrait faire comme cela, parce qu'il ne faut pas jouer avec notre école, parce que de l'école dépend la paix et la sécurité de ce pays-là. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions M. Mohamed Diagne, directeur de la formation et de l'éducation au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il est président du
du parti Synergie républicaine. À la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Face à Dakaractu. Merci.